1, 2, 3, fight! You win! Bonsoir à tous. On va tenter un truc simple. Quand je lève le bras comme ça, Ludo, tu fais quoi? Et normalement, ça prend un peu comme une de au foot. Ah voilà, du coup, j'ai à peu près l'attention de tout le monde. Donc quand on va lever le bras comme ça, c'est pas pour faire des exercices. C'est juste qu'on a envie de prendre la parole et on va vous demander d'arrêter de faire tout ce que vous êtes en train de faire pour qu'on puisse commencer. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Bonsoir. Il reste un peu de temps. Dans cette présentation avec Ludo, on va essayer de vous faire coder un mouton de recherche. L'idée derrière tout ça, c'est que nous, on est de gros fans des solutions élastiques. J'ai même les chaussettes ici même. Vous ne les voyez pas, mais elles sont très confortables. La base d'Elastic, c'est un projet qui s'appelle Lucene. Et on s'est dit, c'est vraiment super puissant ce qu'il y a derrière. Ce serait intéressant de partager ça avec les gens et de le redévelopper en fait. Donc de le redévelopper depuis la base, depuis rien du tout. Et de le proposer dans un lab au Brescan. Donc merci à l'Orga déjà qui nous ont sélectionnés pour ce talk. Merci à vous d'être présents pour... Ça fonctionne ou pas le micro? Vas-y, je vais prendre l'autre. Hop. Hop. Il fait, au bout d'un moment, le son baisse et il n'y a pas rien. On va lui changer ses piles. Non plus. C'est bon? Vous m'entendez mieux? Ok, cool. On va commencer par se présenter. Moi, c'est Maxime Audy, je travaille chez Zenica. Je suis développeur back-end. J'ai de grosses expertises sur le monde du Spring, où je suis certifié Spring Core, et sur le monde du coup de ce que je vous disais tout à l'heure, de la recherche, donc autour des données élastiques et de toute la stack en général chez Elastic. Et bonjour à tous, donc moi c'est Ludovic Boutros, je travaille aussi chez Zenica. Et je suis aussi développeur back-end avec une forte appétence pour tout ce qui est gestion, traitement de données et tout ce qui est infrastructure autour de ces sujets. Avant de commencer, on va remercier deux personnes, donc deux collègues à nous, Adrien et Erwan, qui ont bêta-testé le lab. Ils nous ont permis de nous faire comprendre un truc, c'est que c'était réalisable. Donc ils ont réalisé l'ensemble des labs dans le temps imparti de 2 heures. Donc merci à eux qui ont pris du temps. Et leurs femmes ont gueulé d'ailleurs, mais merci à eux quand même. Revenons un peu à notre sujet. Donc on vous a dit qu'on allait essayer de vous faire coder un mouton de recherche. Pourquoi un mouton de recherche? Tout simplement parce qu'on va indexer quelque chose pour pouvoir rechercher dessus. Et ce qu'on va indexer, c'est le Petit Prince. Donc au lieu de lui faire dessiner des moutons, on va tenter de lui faire chercher des moutons. Donc on a... à gauche du coup de l'écran, Le Petit Prince. Donc c'est un bouquin, il y a assez peu de chapitres, c'est un tout petit livre. De ce bouquin, on va extraire et produire des documents. Donc on parle beaucoup de documents dans le monde de la recherche puisqu'on est autour de techno, on va dire assimilé NoSQL, donc NoSQL, avec des documents JSON. Donc chaque ligne du Petit Prince va produire un document que l'on va indexer dans une structure. Donc la structure, vous allez le voir, on aura 2 labs en fait dans cette présentation. Le premier lab, vous allez utiliser les API de Lucene, donc des API vraiment auto-managées qui vont vous permettre d'indexer, de rechercher très facilement. Et une deuxième version où vous allez tout devoir refaire from scratch, donc vraiment du début. Évidemment, on vous a aidé en vous fournissant quasiment l'intégralité du code et un petit chemin de piste à l'intérieur. Une fois qu'on a indexé ces documents dans la solution, le but du jeu en fait, c'est d'aller les rechercher. Donc aller demander de chercher des moutons, de chercher le Petit Prince, de collecter des statistiques, ce genre de choses. Donc dans le monde, on va dire entre guillemets moderne, c'est souvent via des API web, donc des API REST. Nous c'est ce qu'on a fait, on a développé une toute petite API REST qui va vous permettre de chercher des documents. Le cœur du lab n'est pas du tout sur cette partie, c'est beaucoup plus sur la partie du milieu, donc l'indexation et la recherche. Un petit exemple d'extraction de documents du bouquin. Donc, par exemple, dans cet exemple, on a 3 lignes. Donc, une ligne de chapitre, donc chapitre 5. Une ligne au milieu où on a une question. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. De ces lignes, en fait, on va produire 3 documents.
Donc, par exemple, pour la ligne du milieu, on va produire un document avec 4 données. Donc, la première, c'est le chapitre en cours. Donc, là, on est dans le chapitre 5. La deuxième, c'est le texte en entier. Donc, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un dialogue? Oui, dans ce cas-là. Est-ce que c'est une question? Non, ce n'est pas une question. Le is-dialogue, en fait, c'est tout simplement les textes qui commencent par un hyphen, et le is-question, c'est qu'ils finissent par un point d'interrogation, tout simplement. Donc chaque ligne vraiment du document, du livre, va produire un document. Et ces documents, à quoi est-ce qu'ils vont nous servir? Ils vont nous servir à mettre en place plusieurs use cases. Le premier use case qu'on veut mettre en place quand on fait de la recherche, c'est de la recherche qu'on assimilée full text, donc entre guillemets à la Google. Par exemple, dans cet exemple, j'ai 2 documents. Dans ces 2 documents, on a, je suis en train de mettre là, c'est très intelligent, on a du texte, oui c'est vrai, et le deuxième, un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Et on veut demander au moteur de nous retourner tous les documents qui contiennent le mot mouton. Donc dans notre exemple, on va avoir uniquement le document 2, puisque le document contient le mot mouton et pas le document 1. Ça c'est le premier use case qui est vraiment fondamental. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il y a derrière pour l'instant. Le deuxième use case, c'est la pertinence. Dans les solutions de moteurs de recherche, c'est ultra important, c'est même le nerf de la guerre de remonter les résultats les plus pertinents en premier. Quand on cherche un mouton dans Google, même de manière générale, quand on cherche quelque chose dans Google, on n'a pas envie d'aller en page 7 pour trouver le résultat qui nous intéresse. C'est très très rare déjà qu'on aille en page 2. Souvent, les résultats les plus pertinents sont dans les premiers. Donc le scoring, dans ces 2 documents, si je recherche le mot mouton, j'ai le premier document qui est « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton, un mouton, un mouton ». Et le deuxième, un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Le premier document est plus pertinent, puisque le mot mouton va apparaître plusieurs fois. Donc là, c'est une implémentation très simple de scoring de pertinence. Il y a plein d'implémentations. Ludo va vous parler de ça plus en détail, mais l'idée est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre recherche va remonter non seulement les documents qui matchent notre requête, mais également le score, donc la pertinence associée à ce document dans cette requête, et ensuite trier sur cette pertinence. Donc c'est souvent un entier, enfin pour le coup pas un entier, mais un nombre qui est entre 0 et je sais pas, 15, 20, c'est pas normé puisque chaque score est relatif à sa propre requête. Le troisième use case qu'on va vouloir implémenter, c'est de pouvoir rechercher des documents et de pouvoir les apercevoir via diverses facettes. Donc les facettes, un exemple assez simple, vous êtes sur un moteur de recherche type Amazon, vous cherchez un clavier, donc vous avez des claviers, vous êtes très content, et vous avez à gauche des catégories, on va appeler ça des catégories, avec par marque. Donc par exemple, pour les 20 claviers que vous avez remontés, vous en avez 7 qui sont de la marque A, 10 qui sont de la marque B, et du coup 3 qui sont de la marque C. Sur ces claviers, vous en avez 12 qui sont rouges, 8 qui sont bleus. En gros, c'est de la classification des résultats d'une recherche. Donc on va effectuer une recherche, et derrière en plus, on va vouloir classifier ces résultats via ce qu'on peut appeler des catégories, ce qu'on appelle des facettes. Dans notre exemple, on a 3 documents, le 1, le 2, le 3. Le texte n'est pas important, ils contiennent tous le mot mouton, donc on cherche toujours les moutons. On voit qu'il y en a 2 qui appartiennent au chapitre 2 et 1 qui appartient au chapitre 3. Dans notre recherche, on a nos 3 documents, toujours, ils sont toujours là avec leur pertinence associée, enfin tout ça on a conservé. Et on a en plus un résultat de type facette, qui est en fait une statistique, si vous voulez, donc une classification de notre recherche. Sur les documents qui ont matché, nous en avons 2 qui sont dans le chapitre 2 et 1 qui est dans le chapitre 3. Donc c'est ce qu'on appelle les facettes. Dans le monde de la recherche, on appelle souvent ça des agrégations. Dans le monde du SQL, on peut dire que ce serait du group by. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, derrière tout ça, les solutions, la solution du moins qui est la plus utilisée, c'est Apache Lucene. Je vais laisser Ludo vous conter une histoire. Donc Apache Lucene, eh bien, ça a été écrit en 1999 par Doug Cutting. Donc c'est quelqu'un d'assez incroyable quand même parce qu'il a écrit Apache Lucene, donc cette bibliothèque qui aujourd'hui est extrêmement utilisée dans Apache Solar et dans Elasticsearch. Et ces 2 projets sont vraiment, on va dire, les moteurs de recherche les plus utilisés en open source aujourd'hui. Et il n'a pas fait que ça, il a fait Notch, qui est un crawler web où on peut vraiment crawler le web avec Notch. Et puis, il a juste aussi participé à la création d'Hadoop. Donc pour ceux qui, je pense que c'est quand même une technologie qui est assez connue aujourd'hui. En 2001, en fait, le projet a été reversé à la fondation Apache. Et donc pour être plus précis, en fait, ce projet, c'est une bibliothèque qui est écrite en Java
et qui va fournir, comme disait Max, de la recherche full text, en texte plein, et l'indexation. C'est aujourd'hui à la base du projet Apache Solar. Donc, il y a quelques années après, en fait, Apache Solar et Apache Lucene sont devenus un seul et même projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une release de Lucene sous-entend une release d'Apache Solar. C'est aussi à la base de Compass et surtout d'Elasticsearch, qui est aujourd'hui une technologie. Donc, on a les chaussettes avec Max. Enfin, voilà, on est relativement fan de tout ce que fait Elastic. Et donc, vous allez voir, en fait, via le Lab 1, en fait, que c'est pas si simple d'utiliser Lucene et que les Apache Solar et Elasticsearch, typiquement, sont bienvenus pour pouvoir faire des recherches aujourd'hui. Donc pourquoi en fait on a besoin de Apache Solar ou Elasticsearch? Déjà, ce n'est qu'une bibliothèque Apache Lucene, ce qui veut dire en fait que si vous voulez implémenter une recherche full text, vous allez être obligé de faire du code. Vous allez le voir très bientôt. Et donc l'avantage d'un Apache Solar ou d'un Elasticsearch, c'est que ça va vous fournir une API REST, souvent basée sur du JSON, pour interroger et indexer en fait vos documents. Par ailleurs, aujourd'hui, on a énormément de données, voilà, on en a de plus en plus, et on a besoin d'avoir des systèmes distribués pour prendre en charge cette quantité de données. Et Lucene, n'étant qu'une bibliothèque, n'est pas un moteur distribué. Et donc, il faut utiliser Apache Solar ou Elasticsearch pour avoir ces fonctionnalités. Notamment pour être hautement disponible avec de la réplication et puis toute une gestion de clusters en natif chez Elastic et avec Zookeeper pour Apache Solar. Et vous allez voir aussi que, notamment sur les facettes et sur les agrégations, c'est pas forcément. Enfin, on nous donne des outils avec Apache Lucene, mais c'est pas vraiment implémenté dans Apache Lucene, donc il va falloir le faire à la main. Et vous pourrez regarder le code, c'est un peu tricky, quoi. Donc les deux implémentations les plus connues aujourd'hui sont Elasticsearch et Solar. Ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez regarder sur le web. Il y a d'autres personnes, enfin, d'autres projets qui utilisent Apache Lucene. Et donc là, Max va vous présenter un petit peu ce qui est fait pour la recherche full text dans Lucene. Revenons un peu à nos moutons. Incroyable. La base des moteurs de recherche, c'est ce qu'on appelle l'analyse de texte. Et une des grosses phases ultra importantes de l'analyse de texte, c'est la tokenisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par tokenisation? C'est à partir d'une phrase, d'un texte simple, donc comme celui-ci que vous avez à l'écran, c'est d'en produire des tokens ou des termes. Donc, on va passer en fait notre phrase en entier dans une moulette de tokenisation qui va faire une découpe en fait. Donc, d'une phrase en entrée, on va produire X tokens en sortie. Ces tokens, donc vous le voyez ici, donc c'est le, et, bâton, un, jeté, etc. On ne les a pas modifiés, on les a juste découpés. La logique la plus simple de tokenisation, c'est de couper sur soit les espaces, ou soit les caractères non alphanumériques. Donc la plupart du temps, c'est sur les espaces. À chaque espace, on va créer un token. C'est une logique ultra simple, évidemment, on va bien plus loin dans les solutions avancées. Une fois qu'on a notre liste de tokens, on va les passer dans des moulinettes qu'on va appeler token filters. Ces fils vont avoir comme responsabilité de nettoyer nos tokens. Donc, qu'est-ce qu'on entend par nettoyage de tokens? Donc là, vous vous rendez compte, entre le bâton d'ici et le bâton de droite, on a enlevé la casse, donc on a passé tout en lowercase et on a enlevé les accents. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que si on indexe notre token en tant que bâton comme ceci, pour le rechercher, il va falloir le rechercher avec la même casse. Donc on ne va pas être forcément très content de devoir chercher avec la même casse, avec les accents, etc. Donc l'idée c'est de nettoyer nos tokens, donc enlever la casse, les accents, mais également d'en supprimer. Vous voyez que là les mots de pollution entre guillemets du langage qui vont apparaître dans toutes les phrases, le, et, un, la, etc., qui n'ont strictement aucune valeur dans une recherche, vont être supprimés. À la fin, on va produire des tokens. Donc dans cette phrase-là, il n'y aurait plus que juste bâton et ger, mais vous avez vu l'idée. Et ces tokens, en fait, vont être la base de la recherche full text, puisque c'est eux qui vont être présents dans l'index inversé. Mais dis-moi, Ludo, c'est quoi un index inversé?
Alors, un index inversé, pour faire simple, c'est quelque chose que vous pouvez trouver à la fin de n'importe quel bon bouquin de cuisine. Donc, typiquement, en fait, si moi je cherche une super recette avec de la citronnelle, je vais aller à la fin de mon bouquin et je vais regarder la citronnelle et derrière je vais avoir l'ensemble des pages de mon livre où normalement je devrais trouver des recettes qui contiennent de la citronnelle. Eh bien, un index inversé, c'est un gros mot en fait juste pour expliquer ça. Donc là, par exemple, avec Lucine, on va pouvoir créer une structure de recherche, donc un index inversé, donc le triangle vert ici, qui va être ce qu'on appelle un automate, mais ça pourrait être autre chose, il y a d'autres structures, et dans lequel on va pouvoir chercher, par exemple, le mot mouton et le mot prince. Donc là, les petits plus qu'on voit ici, ce sont des opérateurs unaires qui permettent de rendre c'est faire un « et ». En gros, je veux chercher mouton et prince. Donc comment ça va se passer? Eh bien, on va utiliser la structure de recherche, donc l'automate, pour aller trouver, comme on le ferait à la fin de notre livre de cuisine, ce qu'on appelle les listes inverses, qui vont contenir les identifiants des documents qui contiennent dans un cas, le mot mouton, dans l'autre cas, le mot prince. Ensuite, ce que va faire Lucine, c'est qu'il va combiner ces deux listes inverses pour créer finalement la liste des documents résultant de la recherche. Donc ici, l'identifiant 2 et 67, et puis il y en a d'autres en fait potentiellement. Donc là, ça c'est pas mal. Donc là, globalement, on est capable de faire une recherche full text. On cherche des mots, on va retrouver les documents. Par contre, vous pouvez voir ici que si jamais je voulais faire des facettes ou des agrégations par rapport au chapitre, par exemple, combien de documents j'ai qui sont dans le chapitre 1, dans le chapitre 2. Ici, on a complètement perdu cette notion. En fait, les mots, ils sont dans l'index inversé, et tout ce qu'on obtient à la fin, c'est une liste de documents. Donc ce n'est pas suffisant, en fait, pour remplir toutes les fonctionnalités nécessaires pour un portail de recherche standard. Du coup, on va être obligé d'utiliser quelque chose qu'on appelle souvent, en fait, un stockage colonne, orienté colonne. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, pour chacun des documents, on va mettre à la suite les uns des autres, les unes des autres, les valeurs en fait du chapitre pour cet exemple ici. Donc on va voir pour chaque document le numéro de chapitre. Et derrière, en réutilisant la liste des documents résultants, on va être capable d'aller chercher de manière très rapide, et ça serait aussi très efficace au niveau du cache, les différentes valeurs pour chacun des documents. Derrière, on n'a plus qu'à les agréger, à compter, et on va obtenir ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire les facettes. Par exemple, ici, on peut imaginer qu'il y a 2 documents pour le chapitre 1. Alors là, c'est pas mal. On a cherché des documents, on a réussi à les agréger pour obtenir les facettes, mais il reste encore quelque chose à faire. Si j'ai un très grand nombre de documents qui répondent à ma question, si je les ramène un peu n'importe comment, ça ne va pas vraiment être satisfaisant pour l'utilisateur. Imaginez si vous alliez sur Google et qu'il vous ramenait les documents n'importe comment, vous ne trouveriez jamais rien, en fait. Donc, là, le tri des résultats est fait par rapport à un score, et ce score est calculé par Lucine. Aujourd'hui, avec les dernières versions, avec un algorithme qui s'appelle le BM25, donc c'est un gros mot, et il y a une ancienne formule, donc la formule classique de TF-IDF. C'est aussi un gros mot. En fait, TF-IDF, c'est pour Term Frequency, donc la fréquence des mots, et l'inverse Document Frequency. Donc là, on va voir juste après, en fait, je vais vous expliquer un peu mieux tout ça. Donc ça, c'est des algorithmes qui peuvent paraître un peu compliqués, ou pas, on verra, je vais voir ce que vous me dites juste après. Mais sachez que le score est basé sur la fréquence des mots
et dans les documents, vous vous souvenez, mouton, 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 et dans l'index complet. Vous vous souvenez, les mots creux, en gros, si un mot est présent dans tous les documents, eh bien, il n'a pas beaucoup d'intérêt à être remonté. Et on va ajouter à cela une normalisation par rapport à la longueur des documents. En effet, si un document a une taille très grande, il a beaucoup plus de chances en fait, d'être remonté par la question. Du coup, s'il y a une grande variabilité dans cette longueur, on va devoir en fait, un petit peu normaliser tout ça. Donc, c'est vraiment facile, regardez. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai pris ça dans la documentation de Lucene. Donc c'est tout un tas de petites formules mathématiques. C'est pas si compliqué que ça quand on y regarde. Donc ça, c'est la formule de l'implémentation dans Lucene de l'algorithme de TF-IDF. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là, cette formule-là? Parce que le BM25 est plus compliqué à expliquer. Donc on va déjà commencer par ça. Donc je vous ai parlé de term frequency. Donc le term frequency dans Lucene, eh bien, ça va être le nombre de fois où on va trouver le mot qu'on cherche dans un document. Donc, par exemple, mouton, 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 on aurait 3. Et l'inverse document frequency, ça va être calculé en fonction du nombre de documents qu'on a dans l'index au total, divisé par le nombre de fois où un mot est trouvé dans l'index. Donc vous vous rendez compte en fait que si par exemple un mot est trouvé dans l'intégralité de l'index, eh bien l'IDF finalement va tendre vers 1 et du coup on va diminuer son score. Donc pour un mot donné, on va faire ces calculs, on va le multiplier, TF multiplié par l'IDF. Donc on voit aussi qu'on fait une petite racine ici, un log, c'est pour atténuer un petit peu tout ça. On va pouvoir utiliser des boosts et derrière on va faire une normalisation et je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Vous verrez dans le lab que c'est beaucoup plus du coup facile à implémenter avec Lucene parce que c'est déjà présent qu'en Java. Pour résumer tous les gros mots que vient de vous dire Ludo, en gros, ce qui est rare est cher. Voilà, c'est ça la pertinence. Un tout petit détail avant de passer au lab qui est très important à prendre en considération, c'est le côté presque temps réel. Donc on va appeler c'est le NRT pour ceux qui connaissent un peu plus, donc c'est le Near Real Time. L'idée c'est que quand on indexe des documents, on a indexé des documents, on est très content, mais ils ne sont pas encore disponibles à la recherche. Et ça peut être un problème. Pourquoi on appelle ça presque temps réel? En fait, à l'échelle humaine, le délai qu'il va y avoir entre ces opérations, on a l'impression que c'est du temps réel, parce que pour nous, on ne voit pas. Par contre, de système à système, là, c'est clairement pas temps réel. Donc si je demande une indexation, si 3 millisecondes après, je fais une recherche, je ne vais pas avoir les documents à disposition. Les documents, en fait, lors de l'indexation, sont bufferisés dans des structures en mémoire. Et il faut déclencher un point de commit qui va mettre à disposition les documents que l'on vient d'indexer à la recherche. Il existe une dernière opération qui s'appelle le flush qui va permettre de mettre les documents, ce qu'on appelle des segments Lucene sur disque. On ne va pas rentrer dans les détails. Dans le lab orienté Lucene, vous n'aurez pas cette contrainte de commit puisqu'on utilise une implémentation de directory qui est uniquement en RAM et qui n'a pas cette limitation. Par contre, dans le lab Java, vous aurez besoin de déclencher ce point de commit, sinon vous n'aurez pas de document en fait. Vos recherches ne vont rien remonter. Donc vous serez très vite confronté au problème. Maintenant que tout ça c'est très clair pour vous, que vous êtes expert en recherche, en index inversé et compagnie, et à vous de jouer. Normalement on vous a fait passer des clés USB, j'espère que tout le monde a pu l'avoir, avec un zip dedans. Dans ce zip, j'ai essayé d'écrire ça, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Il y a un répertoire Code Me a Ship, ou Code Me a Ship Lab, je ne sais plus, qui a les sources. Il y a également un .m2, c'est le repository Maven qui va vous permettre de pouvoir exécuter toutes les librairies nécessaires au bon fonctionnement du TP, vu que vous n'avez sans doute pas de réseau ici, ou du moins en 4G. Donc, vous pouvez remplacer votre .m2 de votre machine, qui est souvent dans votre user space, par celui-ci. Donc conservez celui que vous aviez avant. Mettez-le dans un .m2 old ou quelque chose comme ça. Vous avez également des instructions si jamais vous êtes sur Windows ou Mac pour mettre en place Lombok. Et voilà, donc vous pouvez aller dans votre IDE en espérant qu'il soit compatible Java 11. Vous pouvez importer le projet via le POM et normalement ça devrait être bon.
Pour lancer l'application, pour la première fois, si vous voulez commencer par ça, vous avez un profil à mettre. Donc c'est le profil Lucene, qui va vous permettre, c'est un profil Spring qui va vous permettre de charger les bombines en conséquence. Je vous montre rapidement, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. À la racine de ces sources, vous avez un README. Ce README, hop, pas très easy, mais c'est pas grave, vous allez l'avoir sur votre poste. Il présente tout le contexte du TP et il explique tous les to-do que vous avez à faire. Le TP, les deux labs sont basés là-dessus, donc c'est un enchaînement de to-do que vous allez devoir implémenter. Donc par exemple, dans IntelliJ, vous avez une fenêtre to-do. Par exemple, moi je l'ai mise à droite ici. Et si je dépile tout ça, je vais avoir tous les to-do que vous avez réalisés. Donc to-do 1, to-do 1A, to-do 1B, etc., etc. Eh bien, à vous de jouer. Est-ce que tout le monde a bien la clé USB, du coup? Enfin, les projets, tout ça? Ou plutôt, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas? Ah. La plus grande difficulté du TP, c'est de réussir à configurer les deux pour faire tourner le obtenez par un truc comme ça au début, c'est que vous êtes dans la bonne direction et que vous allez pouvoir dérouler le TP.
Est-ce que quelqu'un aurait la clé avec JDK décrit dessus? Elle est là. Tiens, Max. Max, tu peux la faire passer juste derrière, toi, du coup? Alors, on n'a pas testé avec VS Code.
arrêter par là-bas. Ils sont tellement sages devant. Vu qu'il y a pas, bonjour. Vu qu'il y a pas mal de personnes qui posent la question, souvent la réponse c'est la configuration de l'IDE. Donc si Maven fonctionne sur JDK11, c'est normal puisque vous avez le JDK11 installé sur votre machine. Peut-être que votre IDE ne comprend pas la target bytecode. Donc souvent, si vous êtes dans vos settings, build, execution, deployment, Java compiler, vous mettez target bytecode version en 11 et ça devrait résoudre le problème notamment du var, qui est une instruction JDK10. Merci.
Pour les petits malins qui veulent essayer de lancer l'application avant de faire le travail, vous avez une erreur Spring en fait. On a utilisé Spring d'ailleurs parce que c'est beaucoup plus simple pour gérer nos bins. La réponse à la question pour ceux qui n'ont pas l'Ultimate, qui est quand même plus simple, c'est de rajouter un programme argument. On ne voit pas très bien. Spring.-spring.profiles.active égale, donc pas Toto, égale Lucene. Spring.profiles.active égale Lucene. Vous faites un petit apply, hop, vous relancez, et vous avez une exception vous disant de commencer à faire les to-do au lieu d'essayer de lancer l'application. Je vous remontre le truc.
C'est beau ça, cette puissance incroyable juste en levant le bras. Il reste 1 heure. Est-ce que tout le monde a réussi à faire tourner l'environnement? Qui n'a pas réussi à faire tourner l'environnement? Il y a beaucoup trop de mains levées. Ok, donc je vais essayer de passer entre vous pour configurer tout ça. Donc on va arrêter le TP sur Lucene, parce qu'au final le TP sur Lucene n'avait pas un vrai gros intérêt pour nous. Il avait vraiment juste un intérêt pour vous remettre le contexte. Donc le contexte dans lequel on voulait travailler, donc on lit le bouquin, on extrait des documents. Là vous avez monté le petit mouton. Bon, il y en a, c'est les gens qui sont. Il y a des gens, c'est le mouton qui est derrière là. Il court après pour l'instant. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. On va du coup switcher de contexte et vous allez pouvoir pull la branche Plain Java Lab. Il y a un slide après qui explique ça. Et on va essayer de faire la même chose. Donc pour certains, vous n'avez même pas pu voir ce que c'est à Lucene, c'est dommage. Mais la même chose en pure Java. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait la lecture du document. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas bouger. Puisque la lecture de document, qu'on utilise Lucene ou du full Java, c'est la même chose. Ensuite, il y avait l'indexation. Donc là, clairement, ça va changer, puisque au lieu d'utiliser Lucene pour indexer dans Lucene, on va indexer dans nos propres structures de recherche. Et ensuite, la recherche, c'est le même principe. Au lieu de rechercher dans Lucene, on va chercher dans nos propres structures de recherche. L'API web, elle, ne change pas du tout, c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est vraiment à l'intérieur. On a utilisé Spring, du coup, et les profils pour faire ça. Donc, vous pouvez passer du profil Lucene au profil plain-java. Et ça va vous permettre de switcher entre les profils. Du coup, la branche à tirer, c'est plain-java-lab. Il y a tout dedans, c'est le même principe, donc il y a les to-do. Il y en a un peu moins, parce qu'ils sont plus durs. Du coup, là, vous prenez vraiment le temps d'aller explorer le code. Donc tout n'est pas ultra beau, parce qu'on a quand même réimplémenté un truc qui vit depuis 20 ans quasiment. Donc on a pris des raccourcis, c'est obligé. Mais là, vraiment, tout a été recodé à la main. Il y a une bibliothèque Commons, je crois, qui est utilisée. Sinon, le reste, c'est du full Java à la main. Et les gens qui n'ont pas réussi à faire tourner leur environnement, relevez la main que je vous identifie. Ok, j'aurais oublié, mais je vais essayer quand même.
On va vous demander un petit peu d'attention, on va essayer de passer sur la correction. Tout ce qu'on vous a présenté là, tous les to-do, etc., tout est dispo, il y a un GitHub, hein, vous pourrez aller dessus, il y a tout, donc vous pourrez le refaire chez vous avec un JDK11 et tout ça qui tourne maintenant. Vous avez réussi à le configurer. Je vais essayer de passer rapidement sur les to-do que vous aviez à faire et surtout vous expliquer pourquoi en fait. Pourquoi c'était intéressant chaque étape. Pour chaque... je reviens vite fait là-dessus. Hop. Pour les deux branches là, il y a les deux mêmes branches qui existent avec -solution. Où vous avez la solution, c'est évident. Je pense qu'il y en a certains qui ont déjà dû la trouver d'ailleurs. Où il y a la solution, où il y a tout d'implémenter. Et vous auriez pu tricher. Ce look at this profile notation, c'était juste pour vous dire, ça c'est une instruction Spring pour changer de profil, c'est juste pour du runtime, pas vraiment d'intérêt dans notre cas. Le to-do 1C, c'était uniquement d'ajouter les documents à l'index. Donc ça, cette instruction va remplir le buffer qu'on a en mémoire, juste en fait ce buffer, mais les documents sont toujours pas disponibles à la recherche. Il fallait combiner dans le to-do un petit défaut d'IntelliJ comparé à Eclipse, c'est qu'il ne trie pas les to-do. Eclipse le fait. Donc ça, c'est un review this test. Hop. Donc il fallait, oui, j'ai du mal d'IntelliJ, je m'en excuse. Il fallait dans cette opération appeler l'index as commit. C'est pas évident avec le truc là. Si on regarde dans cette structure de commit, on voit qu'au final, la vraie intelligence de notre solution n'était pas dans l'opération de indexation, de indexing. La vraie intelligence, elle est dans le commit. Parce que le commit va créer les structures de recherche. Donc on voit que là, en fait, on va alimenter les structures de recherche qui vont nous permettre au final de chercher derrière les tokens qu'on va produire dans les étapes d'après. Donc le 3, il y en avait une palanquée, ça c'est le test. Hop. C'est pas pratique. Non, t'inquiète. Hop. Il manque le 3C. Sinon, je vais le faire comme ça va aller plus vite. Ok. L'idée derrière tout ça, comme on vous disait tout à l'heure, c'est que le texte qu'on a en entrée, donc le texte vraiment la chaîne de caractères avec tous les mots, on ne peut pas l'indexer tel quel. Parce que sinon, ça voudrait dire que pour chercher un PDF de 2 millions de caractères, il faudrait entrer en requête les 2 millions de caractères. Donc vraiment aucun intérêt. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle de l'analyse de texte pour découper cette phrase en tokens et indexer chaque token pour permettre la recherche sur chaque token. Donc c'était l'idée de ce to-do là. Dans la première étape, vous n'aviez pas le lowercase d'analysis, vous aviez le default ou standard, je ne sais plus comment on l'appelait. Le default analysis qui vous permettait d'appliquer une logique de découpe des tokens. Si on va voir dedans, c'est un simple... c'est très bizarre. C'est un simple strip accents, en gros pour enlever les accents et faire, ouais, je vais le récupérer, merci, et faire le split sur quelque chose qui n'est pas un caractère alphanumérique. En gros, là, on coupait sur les espaces et on enlevait les accents. Hop. Donc l'idée, c'était de prendre cette chaîne en entrée, d'en produire des tokens, et ces tokens, en fait, pour chaque token, de les ajouter dans notre index. Hop. Donc pour chaque token, il fallait ajouter ce token dans la posting list. Les posting lists, c'est le terme, je ne sais pas comment on dit ça, scientifique ou quoi. En gros, c'est les listes inverses que vous présentez Ludo. C'est les listes inverses qui sont utilisées dans l'index inversé. Liste inverse, index inversé, ça commence à faire du sens. Donc ajouter chaque token dans cet index. Le 3, donc c'était exécuter les tests. L'étape 4, c'était l'analyse de texte. Hop, hop, hop. L'idée du To-Do 4B, c'était de vous montrer en fait l'analyse de texte, comment elle était faite. La première étape, c'était d'appeler quelque chose qui existait déjà. La seconde, c'était d'en rajouter une. Donc là, c'est encore quelque chose d'ultra simple. C'était faire la même chose que le premier et de juste rajouter un point to lowercase. Au final, l'analyse de texte qui est effectuée dans la plupart des moteurs de recherche, c'est une combinaison d'actions. Chaque action est plus ou moins simple. Donc là, les nôtres, les deux exemples sont très très simples.
on coupe sur les espaces, donc ça c'est la phase de tokenisation. Ensuite, on met en lowercase, on enlève les accents. Dans les moteurs de recherche évolués, type Lucene, Elasticsearch, Solr, on a également ce qu'on appelle de la racinisation pour s'abstraire de la conjugaison des mots lors de la recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle le stemming. On a la suppression des mots creux que vous présentez, Ludo. Tout un tas de choses qui permettent de faire des recherches très, très, très efficaces. Hop. 5A. Ensuite, il y avait les tests qui vous montraient qu'avec le mouton avec accent et la casse, ça marchait moins bien. Dans le To Do 5, c'était la mise en place, si je ne dis pas de bêtises, des facettes. Donc l'idée derrière tout ça, c'était d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui était... Ah non, pas du tout. Si, c'est ça. C'était vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on avait vraiment indexé et quelles sont les structures qui sont utilisées. Donc, de vous présenter tout à l'heure, dans les moteurs de recherche, il y a deux vraiment structures. Donc, il y a l'index inversé qui va permettre de lister tous les tokens qui sont présents dans un document. Et il y a l'inversion de l'index inversé. Du coup, un index, ce qu'on appelle plus communément les doc values, qui vont permettre de lister pour chaque token, pour chaque document, tous les tokens qui le composent. Et c'est cette structure qu'il fallait essayer de mettre en place. Ah ouais, vas-y, ouais, carrément. Ah, mais, oui, ça va peut-être un peu vite pour ton âge avancé. Si tu veux. Ouais, donc ça on l'avait déjà fait. Vas-y. Tu vas dans le 5. Ça va être 5B, je pense. 5B là-bas. Donc jusqu'à présent, en fait, pour chaque token, on avait pris le token et on avait ajouté ce token dans une liste inverse qui va permettre pour chaque token de voir tous les documents dans lesquels il apparaît. Et du coup, quand on cherche mouton, d'avoir la liste des identifiants de ces documents pour pouvoir les restituer ensuite à l'utilisateur. Il fallait en fait, si le champ possède une option de with columnar storage, donc ça c'est dans le schéma, donc si vous n'avez pas pu trop aller loin dans le TP Lucene, il y avait dedans une notion de schéma, donc pour chaque champ on va configurer son comportement dans le moteur. Donc est-ce que le champ on veut l'utiliser pour faire du full text, donc par défaut c'était tout ça oui. Est-ce que ce champ on veut faire du columnar storage ou pas dessus. Donc en gros, est-ce qu'on crée une deuxième structure permettant de faire nos opérations de facettings. Donc dans ce tout 5B, il fallait, si le champ possédait cette instruction, il a une columnar storage en plus. C'est un peu petit. Tu fais contrôle et comme ça. Enfin commande du coup. Yes. Si le champ possède le with columnar storage à true, alors je vais remplir le columnar storage avec ce champ. Et le champ en question, on ne passe pas d'analyse de texte dessus. Puisque ce qu'on veut savoir, la clé de notre colonne, c'est le texte en entier. Si on veut chercher sur les chapitres, quand je veux savoir le nombre de documents qui sont dans le chapitre 1, et dans le chapitre 2, etc., eh bien, il me faut chapitre 1. Si j'applique une analyse de texte dessus, je vais avoir chapitre et 1. Du coup, je vais avoir le nombre de documents qui sont dans le chapitre et le nombre de documents qui sont dans 1. Du coup, ça n'a pas de sens en termes de facetting, d'agrégation. Donc, il ne faut pas appeler de logique de découpe de mots dessus. Vraiment le truc en entier. Yes. Ok, donc là, dans votre version à vous, vous aviez une exception not yet implemented, un truc comme ça. L'idée derrière, c'était tout simplement d'appeler, on est dans la phase de recherche, c'était d'appeler, de demander à l'index de chercher une query. La query, c'est quelque chose de très très simple. Dans le premier exemple, vous n'aviez pas de facette. C'était un list.off, donc une liste vide, puisque vous n'aviez pas d'opération de facetting demandée. Et 10, c'est la taille de résultat. Donc est-ce que il y a vraiment dans les réponses les réponses de votre moteur de recherche ne vont pas vous ramener 10 éléments au final. Vous allez avoir un nombre de hits. Ce nombre de hits va être peut-être 29, 45, 37. Et le 10 va permettre de sélectionner au final les 10 plus pertinents. Et au final, c'est ce score qu'on va calculer plus tard qui va nous permettre de sélectionner les 10 plus pertinents. Donc on aura quand même cette information, vous avez recherché 761 lignes si vous n'avez pas mis de recherche, mais vous aurez les 10 documents qui sont les plus pertinents. C'est à ça que sert ce 10.
Yes. Donc ce qui est vraiment important quand on recherche, quand on fait des opérations de recherche, c'est que non seulement l'analyse de texte, il faut l'appliquer lors de l'indexation, donc pour créer notre index inversé avec pour chaque token, etc., le document dans lequel il apparaît, mais il faut également appliquer cette analyse de texte lors de la recherche, sinon ça n'a pas de sens. Quand on a dans notre index inversé mouton en lowercase, sans accent, etc., il faut qu'on dise au moteur de recherche, je veux chercher sur mouton, sans accent, en lowercase, etc. Exactement la même chose. Donc il faut réappliquer la même analyse de texte sur la phrase en entrée. Donc si on fait mouton caisse, il va chercher mouton ou caisse de manière automatique dans ce qu'on a nous implémenté. Il existe notamment dans Elasticsearch la possibilité d'utiliser une analyse de texte en entrée différente de celle lors de l'indexation, différente de celle que l'on utilise lors de la recherche. C'est des stratégies qui sont vraiment un peu risquées, puisqu'on peut très très vite arriver à des cas en fait, où on n'a pas de résultat, puisque la découpe des mots, le lowercasing, etc. n'est pas du tout fait de la même manière. Là, c'était pour vous arriver un peu en debug dedans, pour vous montrer en fait les structures internes. Donc dans le schéma, vous avez un bin schéma qui vit dans le contexte qu'on vous a créé. Pour chaque field, en fait, vous avez la possibilité d'aller voir l'index inversé. Donc c'est un tree set avec dedans les tokens et la liste des identifiants dans lequel il apparaît. Donc vous pouvez en debug aller vous balader dedans et voir tout ce qui est vraiment présent dans l'index inversé. Tu veux qu'on échange? Ok. Donc là, l'idée, c'était pas de vous faire implémenter les calculs de scoring, c'était plutôt de vous faire rappeler juste les méthodes qu'on avait créées pour vous, permettant de faire un TF, IDF, un simple term frequency sur inverted document frequency. L'idée, c'est, comme expliqué Ludo tout à l'heure, ce qui est rare et cher, donc plus le terme apparaît dans le document recherché, plus il est pertinent. Par contre, plus le terme apparaît dans la totalité des documents, moins il est pertinent, ce qui est rare et cher. Et il y a une normalisation sur la longueur du champ, donc c'est-à-dire qu'un document de 2 millions de mots, si on a une fois mouton dedans, ce sera moins pertinent qu'une phrase qui a 3 mots ou 4. Un mouton, c'est chouette, ça sera beaucoup plus pertinent. Là, c'était juste appeler les deux méthodes, qui sont au final très très simples. Enfin, moi, je le ferai pas perso, mais... Ouais. La dernière étape, c'était de mettre en place la collecte des facettes. Donc, dans les étapes d'avant, on vous avait fait mettre en place le columnar storage, donc vraiment le côté doc values, le côté index. Il fallait maintenant appeler un collector. Donc, le collector, c'est un objet qui va permettre de récupérer justement, une fois qu'on a les résultats d'une recherche, de récupérer cette collection de colonnes en fait, et de voir le nombre de fois dans lequel il apparaît chapitre 1, chapitre 2, etc., etc. Donc vraiment appeler ce collector, qui est quelque chose qui n'est pas forcément ultra trivial. Là, on voit bien que la collecte des facettes, on a fait des exemples assez simples avec des gros raccourcis, c'est déjà quelque chose de compliqué. Dans le TP Lucene, ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir dans le collector des facettes que Ludo a fait, ça pique un peu. Et là, on est content d'utiliser des Solar ou Elasticsearch qui ont vraiment fait le boulot pour nous. Peu importe, de toute façon, vous aurez toute la base de code. Une fois que vous aviez fait tout ça, vous pouviez lancer l'application, donc exposer un petit serveur web, attendre de faire des recherches. Ce qui était intéressant de voir, c'est que pour ceux qui connaissent un peu ES ou même Solar, les résultats que vous obtenez sont très similaires à ce que vous auriez pu avoir avec Elasticsearch. Le score va être différent, ça c'est sûr, parce que c'est une implémentation que Ludo avait faite. Et par contre, on va dire l'ordre des documents, la pertinence, elle est quasiment similaire à ce qu'on aurait eu avec un ES ou un Solar. C'est-à-dire que la valeur du score est différente, puisqu'on normalise pas de la même manière, mais les documents sont, on va dire, aussi pertinents que si on avait utilisé un moteur existant. On peut switcher sur les slides du coup, je pense. Hop. Bon, on va conclure. J'espère qu'on vous a pas trop embrouillé et que vous avez finalement réussi à trouver vos documents.
si vous n'avez pas fini, vous pourrez finir chez vous. Il y a nos comptes Twitter qui sont par là. Et puis, si vous avez des besoins, vous pouvez toujours les demander. Le code est disponible ici. Vous verrez, en fait, il y a les 4 branches qui sont là. Normalement, vous pouvez reprendre la partie Lucene et vous devriez vraiment bien vous en sortir. Il n'y a pas de souci. Ouais. T'as du réseau? J'ai du réseau. T'as du réseau. Je suppose qu'il y a l'heure et demie du coup. Voilà, donc à la racine, il y a tout le readme, donc il est plutôt balèze. Normalement, on vous guide bien. N'hésitez pas à nous mettre des issues ou des PR si jamais si jamais il y a des typos ou aussi dans le code, vous pensez en fait qu'on n'a pas bien codé le truc. On est preneur de toute amélioration. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste 0, mais on peut y répondre. Bon, c'est pas mal. C'est juste ce qu'on a utilisé. En fait, ouais. Mais en fait, là, Merci pour la ouais, merci. Là, tu t'aperçois que c'est